Kosciusko-Morizet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous devez vous sentir moins seul puisqu'à l'instant, Jean-François Copé apporte son soutien également à Alain Juppé. Et de 2. Petit score, mais de 2. Oui, et puis surtout, il y a tous les Français qui ont été présents dans les urnes au premier tour et qui se mobiliseront pour le second. Vous y croyez franchement? Ou alors c'est la méthode Cohen, Nathalie Kosciusko-Morizet? Parce que, évidemment, là, si on prend la photo du jour, il est loin derrière, Alain Juppé. Je vous dis les choses très franchement. Évidemment, si vous regardez la photo et l'addition, vous dites c'est difficile. D'ailleurs, vous dites tous c'est difficile et c'est légitime. Et en même temps, c'est quoi l'enseignement de ce premier tour? Comme d'ailleurs l'enseignement de toutes les campagnes depuis quelques mois en France et ailleurs. Eh bien, c'est que les scénarios annoncés sont pas ceux qui se réalisent. Les électeurs, en ce moment, aiment à déjouer les histoires écrites d'avance. Qu'elles aient écrites par les sondages, par les médias, par l'évidence peut-être tout simplement. Sauf qu'Alain Juppé, il était l'évidence pendant toute la campagne. Et aujourd'hui, il est devenu l'hyper challenger. Donc ça peut jouer en sa faveur. C'est ce que dit Manuel Valls, il vient de dire ça à l'instant. Il dit également la France n'a pas besoin des solutions ultralibérales et conservatrices. Il vise donc François Fillon. Vous souscrivez? Je ne souscris rien du tout. Je trouve que Manuel Valls pourrait et probablement va s'occuper de la primaire de gauche qui a lieu à la fin du mois de janvier. Mais sur le fond. Moi, si j'ai rejoint pour ce second tour les équipes d'Alain Juppé, c'est par cohérence. C'est-à-dire que en politique, vous savez, il y a beaucoup de gens qui courent vite. Moi, j'avais pas envie de courir à une victoire annoncée. C'était pas ça mon enjeu. Si j'avais voulu des places ou des postes, il y avait d'autres manières de faire, mais c'était pas ça ma logique. Ma logique, c'était où est-ce que d'où mes idées sont les plus proches et où est-ce qu'elles seront le mieux défendues, où est-ce que je pourrais peser, où est-ce que je pourrais continuer à faire entendre cette ligne de modernité. Justement, alors la ligne de modernité, oui, vous rejoignez donc Manuel Valls, mais peu importe, c'est lui qui le dit, ça aurait pu être un autre. Pour vous, François Fillon, il incarne le conservateur? Sur les questions de société, il a des positions assez conservatrices. Ça vous inquiète? Que je pense qu'il aura à cœur de clarifier dans les débats et qui, à mon avis, mérite de l'être. Mais ça vous inquiète, ces positions conservatrices, si c'est lui qui ce ne sont pas les miennes. Moi, Marc-Olivier Giel, je suis absolument pas conservatrice sur les questions de société. Je pense que la société, l'économie sont en pleine transformation, que le rôle du politique aujourd'hui n'est plus de dire, à supposer qu'il l'ait jamais été, mais il l'a longtemps fait, n'est plus de dire aux Français ce qu'ils doivent faire, comment ils vont le faire, mais de leur permettre de déployer leurs énergies. Et ça, Alain Juppé incarne ça, à vos yeux, la nouvelle France, selon votre slogan, c'est Alain Juppé qui l'incarne, cette nouvelle France? Moi, si je pensais qu'aucun des deux l'incarnait, je l'aurais suivi dès le premier tour. Et si j'ai voulu batailler au premier tour, avec une forme de succès, puisque contrairement à toutes les projections, je suis arrivé 4e du premier tour. Si j'ai voulu batailler au premier tour, c'est pour la faire entendre, cette voix. Donc, que je ne retrouvais aucun des deux ne l'incarne vraiment, mais c'est un moindre mal. Maintenant sur les questions, je pense qu'elle sera plus facilement reprise, mieux défendue, oui, chez Alain Juppé. Et sur les questions de société, c'est très clair. Voilà, par exemple un sujet, la loi Taubira. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas que ce débat soit rouvert. Comprenez-moi bien. Moi, depuis le début, j'étais pour. Mais même pour ceux qui n'étaient pas pour, je trouve que rouvrir cette guerre-là, rouvrir ces discussions-là, la société a tranché. Est-ce qu'on va reprendre 50 débats sur ce sujet? Moi, je ne souhaite pas, je le dis clairement. Et si c'est François Fillon qui finit par l'emporter, est-ce que vous pensez qu'il peut renoncer à ouvrir le débat? En tout cas, est-ce que vous lui demandez ce soir? Je pense que c'est quelque chose qui devra être présent dans le débat entre jeudi soir, par exemple, parce qu'il y a clairement des clarifications à apporter. Il y a dans les soutiens de François Fillon des personnes qui défendent cette idée et qui vous diront qu'ils considèrent qu'il est engagé à ça. Donc je suis sûr qu'il aura à cœur de répondre. Alain Juppé, justement, il débattra jeudi. Maintenant, vous êtes à ses côtés dans cette semaine pour convaincre. Il faut qu'il rentre dans le match. Il s'était quoi, baladurisé avant le premier tour? Baladurisé? Je pense que le premier tour, une élection à 2 tours, en fait, c'est pas un premier épisode avec une suite. C'est 2 élections très différentes. Le premier tour, ça a été une histoire dans laquelle, pour beaucoup de Français, la question c'était est-ce que Nicolas Sarkozy peut revenir? Il y en avait beaucoup qui voulaient pas. Et ça s'est beaucoup joué autour de ça. Et il y a un moment où les sondages, il y a une dynamique qui a laissé penser que François Fillon, le vote François Fillon pouvait participer aussi de cette logique-là. Le deuxième tour, c'est une histoire complètement différente. C'est un choix entre 2 lignes politiques.
Voilà, moi je le dis, je suis pas une conservatrice. J'ai jamais défendu la droite conservatrice. Je suis pas une conservatrice. Je souhaite une politique qui bouge avec la société, qui bouge avec la vie, qui bouge avec le monde. Ça, on l'entend, mais et je donc, pense que cette ligne sera mieux défendue chez Alain Juppé. Mais donc, vous pensez qu'Alain Juppé maintenant doit, dans ce nouveau combat, entrer dans le combat parce que il était très au-dessus de tout ça et il bougeait pas un sourcil. Je pense qu'il doit rendre explicite deux lignes politiques différentes, la mettre en lumière. Je suis pas sûre que tous les Français se soient positionnés au premier tour sur les lignes politiques pour dire les choses. Ils se sont positionnés sur les personnes, notamment à cause de cet enjeu Nicolas Sarkozy ou pas Nicolas Sarkozy. Donc maintenant, c'est les personnes. Ils se sont positionnés sur les personnes. Maintenant, les lignes politiques doivent apparaître et personnellement, je le redis, je l'ai dit d'ailleurs dans le dernier débat, hein, je l'ai dit à la fin dans ma conclusion du premier tour. Je dis moi, je souhaite pas des positions conservatrices en matière de société. Mais ça veut dire, puisque vous êtes souvent cohérente avec vous-même, ça veut dire que si c'est la ligne conservatrice qui l'emporte dimanche, vous ne pourrez plus jouer aucun rôle dans cette droite-là, Nathalie Kosciusko-Morizet? Mais la droite, c'est une association de sensibilités, ça l'a toujours été, avec des sensibilités différentes. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse laisser vivre la mienne, que je puisse la faire entendre et que je puisse influencer la ligne. On n'est pas tous d'accord, c'est pas la caserne. Donc pourquoi pas à côté de François Fillon si c'est lui qui l'emporte? Et dans ce deuxième tour, je pense que le meilleur moyen pour moi de la faire entendre, de la porter et de continuer le combat, avec toute l'équipe formidable qui m'a accompagné dans cette campagne, c'est aux côtés d'Alain Juppé. Je comprends bien, mais donc si c'était Fillon, ça sera compatible avec lui après, si on vous laisse entendre cette voix-là, quoi. Ce serait pas exactement la même position. J'essaierai de continuer à les défendre et à batailler sur cette ligne de modernité. Moi, je veux qu'on puisse entendre qu'il y a une ligne de modernité possible à droite. Voilà, que c'est pas forcément ailleurs. Pour conclure, la modernité, c'est possible à droite. Et je le redis, je trouve qu'on a réussi à le faire entendre au premier tour. Et pour moi, c'était important. Vous savez, c'était pas facile ce premier tour avec un débat qui médiatiquement écrasait tous les autres candidats. C'était à la fin autour des 3 premiers. Ça a été entendu. Les Français qui ont voté m'ont passé en 4e position. Je veux les remercier. Et je pense que c'est le signe que cette ligne a été entendue. Très bien. Pour conclure, vous êtes étonné que Nicolas Sarkozy ait été écarté de cette façon? Moi, je me suis... j'ai participé à ce combat. Je pensais, je l'ai dit très clairement, que la ligne politique qui était défendue par Nicolas Sarkozy n'était pas la bonne. Donc, je suis partie prenante dans votre question, si vous voulez. Non, mais étonné. Est-ce que après vous avez d'avoir été entendu? Est-ce que vous êtes étonné? Je veux dire, je suis pas vraiment étonné au sens où je pense que par ailleurs, il y avait un match que les Français ne voulaient pas revoir. C'était Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait inspirer François Hollande pour la primaire de la gauche. Donc, comme Rachida Dati, vous n'êtes pas triste à la laie du départ de Nicolas Sarkozy? C'est humainement, vous savez, ça touche tous les politiques de voir une carrière politique comme ça, une personnalité qui s'est engagée complètement avec sa passion. Ça nous touche tous, je pense, à titre humain. De voir que voilà, maintenant c'est une page qui se tourne, mais sur la ligne politique, ma position elle reste la même. Je ne voulais pas de cette ligne politique, je l'ai combattue. Je suis heureuse que les Français aient écarté cette ligne politique. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Justement à propos de Nicolas Sarkozy, on vous amène en coulisses le premier jour du reste de sa vie. Tenir son père lorsqu'il a vu que les résultats n'étaient pas bons, tous réunis en petit comité au dernier étage de son QG de campagne. Les personnes présentes évoquent une scène très émouvante, ce sont leurs mots, certains pleurent et c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui les console. L'ancien président prend le temps d'embrasser chaque personne et puis il quitte les lieux vers 22h30 en famille, direction sa résidence du 16e arrondissement, loin des caméras, loin des micros et de l'ambiance pesante de son QG de campagne. Un QG d'ailleurs qu'il va falloir vider rapidement. Oui, les collaborateurs, toutes les petites mains qui ont fabriqué cette campagne ont été priés de revenir aujourd'hui faire leur carton, tandis que Nicolas Sarkozy, de son côté, lui, va devoir apprivoiser sa nouvelle vie. Plus de réunions, fini les meetings, les dédicaces. Alors il a tenu néanmoins ce midi à réunir une dernière fois son équipe de campagne, un déjeuner dans ses bureaux d'anciens présidents, rue de Miromesnil, pour les remercier, leur expliquer qu'il avait cette fois bel et bien décidé de raccrocher. Et puis, comme tous les jours de la semaine, il est allé ensuite courir, un retraité presque comme les autres. Ses proches jurent qu'il n'y aura ni coup de blues, ni déprime. On est prié de les croire, même s'il affirmait lui-même, Nicolas Sarkozy, que la politique était une drogue dure. Alors quand on le connaît, Dominique, on imagine mal qu'il puisse rester sans rien faire. Pour la suite,
On imagine donc qu'il a des projets. Alors même s'il affirmera le contraire, nul doute qu'il suivra la campagne de près. Il pourrait aussi recommencer les conférences, un business très lucratif. Mais vous l'avez entendu hier soir, il veut mettre de côté ses passions publiques, dit-il, pour privilégier ses passions privées. Comprenez notamment sa femme avec un nouvel album de Carla Bruni. Il avait été retardé pour ne pas gêner la campagne. Il va finalement pouvoir sortir avec sans doute à la clé une nouvelle tournée. Parmi les spectateurs, Nicolas Sarkozy. Ça nous rappelle déjà des souvenirs. Mais son autre grande passion, c'est le football. Voilà ce qu'il disait en 2013 à son fils. Si je perds l'élection en 2017, je deviens président du PSG. Ce sera donc peut-être au service des sports désormais de suivre l'actualité de Nicolas Sarkozy. Très bien, on va dire ça à Christian Olivier. Merci. Les coulisses de l'actualité. T'es signé Dominique Commorizet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous devez vous sentir moins seul puisqu'à l'instant, Jean-François Copé apporte son soutien également à Alain Juppé. Et de 2. Petit score, mais de 2. Oui, et puis surtout, il y a tous les Français qui ont été présents dans les urnes au premier tour et qui se mobiliseront pour le second. Vous y croyez franchement? Ou alors c'est la méthode Cohen, Nathalie Commorizet? Parce que, évidemment, là, si on prend la photo du jour, il est loin derrière. Je vous dis les choses très franchement. Évidemment, si vous regardez la photo et l'addition, vous dites c'est difficile. D'ailleurs, vous dites tous c'est difficile et c'est légitime. Et en même temps, c'est quoi l'enseignement de ce premier tour? Comme d'ailleurs l'enseignement de toutes les campagnes depuis quelques mois en France et ailleurs. Eh bien, c'est que les scénarios annoncés sont pas ceux qui se réalisent. Les électeurs, en ce moment, aiment à déjouer des histoires écrites d'avance. Qu'elles aient écrites par les sondages, par les médias, par l'évidence peut-être, tout simplement. Sauf qu'Alain Juppé, il était l'évidence pendant toute la campagne. Et aujourd'hui, il est devenu l'hyper-challenger. Donc ça peut jouer en sa faveur. C'est ce que dit Manuel Valls, il vient de dire ça à l'instant. Il dit également, la France n'a pas besoin des solutions ultralibérales et conservatrices. Il vise donc François Fillon. Vous souscrivez? Je ne souscris rien du tout. Je trouve que Manuel Valls pourrait et probablement va s'occuper de la primaire de gauche qui a lieu à la fin du mois de janvier. Mais sur le fond. Moi, si j'ai rejoint pour ce second tour les équipes d'Alain Juppé, c'est par cohérence. C'est-à-dire que en politique, vous savez, il y a beaucoup de gens qui courent vite. Moi, j'avais pas envie de courir à une victoire annoncée. C'était pas ça mon enjeu. Si j'avais voulu des places ou des postes, il y avait d'autres manières de faire, mais c'était pas ça ma logique. Ma logique, c'était où est-ce que d'où mes idées sont les plus proches et où est-ce qu'elles seront le mieux défendues, où est-ce que je pourrais peser, où est-ce que je pourrais continuer à faire entendre cette ligne de modernité. Justement, la ligne de modernité, oui, vous rejoignez donc Manuel Valls, mais peu importe, c'est lui qui le dit, ça aurait pu être un autre. Pour vous, François Fillon, il incarne le conservateur? Sur les questions de société, il a des positions assez conservatrices. Ça vous inquiète? Que je pense qu'il aura à cœur de clarifier dans les débats et qui, à mon avis, mérite de l'être. Mais ça vous inquiète, ces positions conservatrices, si c'est lui qui ce ne sont pas les miennes. Moi, Marc-Olivier Giel, je suis absolument pas conservatrice sur les questions de société. Je pense que la société, l'économie sont en pleine transformation, et que le rôle du politique aujourd'hui n'est plus de dire, à supposer qu'il l'ait jamais été, mais il l'a longtemps fait, n'est plus de dire aux Français ce qu'ils doivent faire, comment ils vont le faire, mais de leur permettre de déployer leurs énergies. Et ça, Alain Juppé incarne ça, à vos yeux, la nouvelle France, selon votre slogan, c'est Alain Juppé qui l'incarne, cette nouvelle France? Moi, si je pensais qu'aucun des deux l'incarnait, je l'aurais suivi dès le premier tour. Et si j'ai voulu batailler au premier tour, avec une forme de succès, puisque contrairement à toutes les projections, je suis arrivé 4e du premier tour. Si j'ai voulu batailler au premier tour, c'est pour la faire entendre, cette voix. Donc, que je ne retrouve